Ok. Comme ça, c'est bien. Vous êtes un peu acculé. Oui. En fait, vous êtes... Pardon, mais vous êtes un peu acculé. C'est mieux. Mettez-les au centre. Au centre de la galerie, là. Voilà. Alors on nous dit qu'on met là. Alors on Alors, fait là. en contre-jour, si je peux me permettre. Voilà, merci beaucoup. C'est bien. Non, non, mais il ne veut pas se mettre à gauche. Il veut pas se mettre à gauche. Pourquoi On est tous les mêmes. C'est juste pour Ouais, pouvoir mais bosser chacun. Merci de rester là. Voilà, ça s'appelle bosser intelligemment. Voilà. Ça, c'est comme ça. C'est un petit bouger.
Madame la ministre, Oui, chers laissez une tous, place, on va je suis heureux évidemment que nous nous retrouvions dans cette galerie d'Apollon qui a été fermée depuis le 19 octobre 2025. Ce lieu iconique du Louvre, bien sûr, qui n'exposera plus les joyaux de la couronne et les gemmes, qui vont être présentés dans des espaces sécurisés, ailleurs dans le musée. Mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir la splendide architecture et le décor de cette galerie. Je voudrais saluer le travail méticuleux des équipes techniques du musée, évidemment pour le démontage des vitrines, de toutes les installations, du département des objets d'art qui a retiré tous les objets et qui seront replacés donc ailleurs au sein du département des objets d'art. Donc les visiteurs vont pouvoir circuler librement dans cette galerie d'ici quelques minutes. Bénéficier aussi de panneaux pédagogiques que vous verrez sur les anciennes vitrines sur le côté pour expliquer un peu l'histoire du lieu et bien sûr du décor. Cette galerie en fait a été imaginée à la suite en 1662, à la suite de l'incendie en fait de la galerie précédente, et le jeune Louis XIV fait appel à Louis Levaux, le célèbre architecte, et à Lebrun pour le décor peint, la conception de tout le décor. On est juste au moment de la chute de Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Cette galerie donc a tout un programme qui associe le roi au soleil, puisqu'elle s'appelle Galerie d'Apollon, et c'est la première fois que dans l'histoire donc du règne, on met en place un grand décor symbolique autour de l'association du nom du roi et du soleil, donc avec les heures du jour, les saisons, etc. Tout ça est décliné par Lebrun, grand peintre, premier peintre du roi, peintre officiel, avec beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de sens diplomatique, si je puis dire. Mais en fait, Louis XIV va, comme vous le savez, se désintéresser ou se méfier de Paris, et dans les années 1670, quitter la ville pour Versailles, laissant le décor inachevé, de même que celui de la colonnade du Louvre, qui n'aura pas de toiture ni rien pendant presque un siècle. Et on retrouvera les mêmes artistes et architectes, évidemment, dans la Galerie des Glaces, qui a été conçue une quinzaine d'années après la Galerie d'Apollon. Galerie des Glaces qui remplaçait une terrasse du château de Versailles. Donc pour nous, c'est notre Galerie des Glaces. Elle est légèrement plus petite. Elle a une dizaine de mètres de moins, 2-3 mètres de moins de large, et puis il n'y a pas les miroirs évidemment qui reflètent le parc, mais c'est un aspect du palais peut-être un petit peu, je ne dirais pas oublié parce qu'elle est spectaculaire, mais on a peut-être moins regardé son décor, sa force. C'est vraiment un lieu très important dans l'histoire de l'architecture française, et qu'on l'a en quelque sorte négligé, comme Louis XIV avait négligé cette galerie. Il faut dire que son histoire est assez complexe, puisque au XVIIIe siècle, on y abritera l'école des élèves protégés. Différents académiciens vont y produire ce qu'on appelle leur morceau de réception pour entrer à l'académie. Alors c'est Calais, Durameau, Lagrenet, etc. Donc il y a des peintures du XVIIIe siècle. Et puis finalement, c'est sous la Seconde République que l'on fera appel à Delacroix pour le compartiment central, montrant Apollon vainqueur du serpent Python, pour terminer le projet. Mais on confie à Delacroix le sujet que Lebrun avait fixé, de même que Guichard, de l'autre côté, va reprendre même des dessins de Lebrun pour essayer d'imaginer quelque chose, mais d'un peu conventionnel. Alors que Delacroix, finalement, fera une grande composition romantique avec le dieu solaire
en combattant les forces knottoniennes, etc. Il en fera une grande page romantique à partir d'un sujet éminemment mythologique, vraiment pas facile, lancé par Lebrun. C'est vraiment deux esthétiques très, très différentes. Donc c'est une galerie composite, complexe. Il y a aussi toute cette série de tapisseries qui représentent les souverains et les artistes impliqués dans les grands chantiers du Louvre depuis le Moyen-Âge. Un lieu très complexe, un lieu donc artistiquement, historiquement très, très important. Et à mon sens, ce sera l'occasion pour le visiteur de mieux se rendre compte qu'ils sont dans un palais. Le Louvre, bien sûr, c'est le grand musée ouvert à la Révolution, le plus beau musée du monde, le plus fréquenté, etc. Mais il est aussi installé dans un monument historique, dans un palais royal, puis impérial, etc., et de la République. Et il est important de le magnifier. Et c'est un peu le sens aussi des travaux que l'on lance devant la colonnade du Louvre, qui est la vraie façade voulue par Louis XIV, mais qui est très méconnue des Parisiens, et l'idée de recréer 2 entrées du côté de la colonnade, une place devant pour reconnecter le Louvre à la ville, et ce sera aussi un moyen de rappeler l'importance historique de ce lieu. Évidemment, c'est un peu curieux de le voir vide de cette manière, mais c'était vraiment sa fonction. C'était une grande galerie d'apparat. Il y avait juste quelques meubles et cabinets. Et puis, il y avait de splendides tapis. Vous en avez vu quelques-uns au Grand Palais la saison passée, surtout les tapis de la Grande Galerie. Mais en fait, il y avait des tapis ici. On va voir, en fait, peut-être, en fonction de la fréquentation, si on peut en remettre certains pour recréer vraiment cette galerie voulue par Colbert, par Louis XIV, mais qui maintenant présente toute une série de strates historiques, artistiques, qui sont passionnantes. Et c'est pour ça qu'on redonne un coup de projecteur sur ce monument, et qui est expliqué donc, dans les embrasures de fenêtres. Merci. En tout cas, je suis ravi de voir que la galerie d'Apollon suscite autant d'intérêt des médias. Et puis, je voulais remercier sincèrement Catherine Pégard de sa présence, bien sûr, mais aussi de la façon dont on travaille ensemble pour mener ces grands projets du Louvre qui sont absolument capitaux. Merci. Merci. Je ne vais pas être trop long, mais je ne vais pas vous faire un grand discours, mais je crois quand même qu'il faut dire l'émotion qu'il y a aujourd'hui à pénétrer dans cette grande galerie du Louvre. Elle va être partagée dans quelques minutes par tous ceux qui vont se presser ici pour admirer cette beauté qui a traversé les siècles et que l'on redécouvre ce matin dans cette simple métamorphose qui la ramène à elle-même comme une, entre guillemets, nouvelle merveille du Louvre. Vous avez souhaité, cher Christophe, sa réouverture, justement pour elle-même, comme un grand lieu de déambulation entre les œuvres des artistes des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, qui incarnent la splendeur de notre patrimoine et son rayonnement dans le monde. Il faut être juste, on ne levait pas toujours les yeux sur ces décors, attirés que nous étions par les joyaux de la couronne qui nous attiraient sur le chemin de la Grande Galerie. Et puis est arrivé ce 19 octobre où ils ont été dérobés. Ce jour sinistre où ont été volées des pièces emblématiques ne peut être oublié, et d'ailleurs, je crois, ne doit pas l'être. Ce fut un traumatisme pour le monde entier qui, pendant plusieurs jours, confia sa stupéfaction, sa tristesse, et ce, dans toutes les langues. Ce fut un traumatisme pour nous qui découvrions la fragilité d'un lieu que l'on croyait inébranlable et qui, comme bien d'autres, se révélait vulnérable. Mais ce fut d'abord un choc pour tous ceux qui travaillaient ici, qui lui consacraient leur temps, leur savoir. Je crois que si l'on n'a pas travaillé dans ces lieux, où l'histoire nous embarque dans une autre vie, eh bien, on ne comprend pas toujours qu'ils finissent par nous habiter et qu'ils deviennent une part de nous-mêmes. Je n'étais pas revenue dans cette galerie et je n'ai pas pu dire directement ma reconnaissance aux agents de surveillance et d'accueil qui ont témoigné d'un sang-froid, d'un professionnalisme décisif, et puis qui, dans ces longs mois qui ont malmené le Louvre,
ont, avec toutes les équipes du musée, voulu dépasser cette parenthèse douloureuse pour faire revivre ces lieux et rendre son prestige, d'ailleurs intact, on le voit dans le regard des étrangers, au plus grand musée du monde. Aujourd'hui, c'est vous, même si vous n'êtes pas très nombreux, qu'il faut remercier encore. C'est grâce à vous, à votre engagement, que nous retrouvons cette galerie d'Apollon comme le symbole de la nouvelle histoire qui va s'écrire dans les prochaines années. Christophe Leribaud a eu l'occasion de le dire, il faut mettre l'accent, même si c'est austère, sur les travaux indispensables de réflexion, d'installation vétuste, voire pour certaines obsolètes. La canicule inédite que nous venons de subir ces dernières semaines en souligne encore l'urgence. Et puis, il faut renforcer la sécurité et la sûreté du Louvre, comme celle de tous nos musées et de nos collections nationales, sur l'ensemble du territoire, qui n'est pas épargné ces temps-ci par les malveillances. C'est un plan national que nous mettons en œuvre dans les prochaines semaines. La sécurité n'est pas une fin en soi, je veux le répéter, elle n'est pas une façon de limiter l'accès aux œuvres, elle est au contraire la condition de leur accès. Mais, et là aussi je vais répéter une évidence, notre préoccupation à toutes et à tous, c'est de rendre au public, à tous les publics, la fréquentation la plus heureuse du patrimoine qui fait notre fierté. Nous reparlerons souvent dans les mois qui viennent du Louvre Renaissance, qui, autour du projet d'Annabelle Seldorf, ouvrira la porte du Louvre sur l'avenir, en ouvrira l'accès aux générations futures, immuable et ancré dans son temps, comme il n'a jamais cessé de l'être. Ce matin, dans cette galerie d'Apollon, c'est cette perspective qui, je crois, s'impose à nous tous et nous anime. Et c'est pourquoi, si vous le permettez, que je veux donner à ce moment un peu plus de gravité que le simple bonheur de redécouvrir cette œuvre d'art totale, conçue pour Louis XIV, déjà comme une fierté nationale. Je vous remercie. Alors, il faut regarder en haut. Hein. Marcy, Rodin, les sculptures, les peintures. Une question éventuellement sur la suite, le projet Louvre Renaissance, éventuellement, comme des chiffres avaient été évoqués, savoir, et notamment une question d'urgence, vous aviez évoqué la nécessité de trouver après autour de tout ça pour essayer de est-ce que vous savez aujourd'hui où en est ce combat, parce que ça va être un combat forcément d'essayer de refaire peut-être C'est une mission capitale, évidemment, de rénover les installations techniques du bâtiment, notamment autour de la cour carrée, qui n'avait pas fait partie du Grand Louvre du président Mitterrand, qui de toute façon remonte à plus de 40 ans. Donc il y a évidemment une remise à niveau de ces espaces. Beaucoup de travaux ont été faits quand même hein, depuis des décennies, mais le Louvre c'est tellement grand, c'est une ville, hein, donc il y a des choses à revoir de tous les côtés. Donc l'idée c'est d'avoir un projet global de rénovation de tout le quadrilatère donc de la cour carrée et sa façade, donc la colonnade, de façon à aménager deux entrées pour délester la pression autour de la pyramide qui à l'heure actuelle accueille 9 millions de visiteurs alors qu'elle a été conçue pour 4. Elle retrouverait cette mission et cette jauge par le passé. Donc il s'agit vraiment d'améliorer les conditions d'accueil du public, de conservation des œuvres et de réparer toutes ces salles. Alors ici, on est au milieu des dorures. C'est une très belle galerie qui a bénéficié d'une restauration il y a quelques années, mais il y a d'autres aspects du musée qui ont vraiment besoin de cette rénovation. Vous mentionniez des chiffres de mécénat. Effectivement, c'est une rude tâche de trouver les financements, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est une mission absolument capitale pour quand même un fleuron de la culture française, aussi un lieu d'attractivité touristique, de dynamisme pour la ville. Mais je crois que les équipes qui ont été très choquées, bien sûr,
part ce qui s'est déroulé ici au mois d'octobre. Maintenant, on a décidé de tout se reprendre en main. On a évidemment des schémas, des travaux qui sont engagés pour la sécurité, mais il faut aller au-delà, avoir plus d'ambition pour que le musée soit plus beau, plus accueillant, qu'il puisse tenir son rang de plus grands musées du monde, au moment où le Metropolitan Museum de New York, le British Museum, etc., connaissent aussi de grandes rénovations. Pouvez-vous nous dire où seront exposés les joyaux? Évidemment, ceux qui pourront être exposés, où seront-ils exposés, ceux qui étaient ici dans la galerie? Alors, la collection de gemmes, c'est-à-dire les cristaux taillés, etc., cette très très belle collection qui était dans les grandes vitrines, dont s'occupe Olivier Gabet, le directeur du département des objets d'art, qui pourra vous en parler davantage, vont retrouver de nouveaux emplacements dans le département des objets d'art, du côté de l'aile Richelieu, dans les vitrines d'ailleurs, son compte Empire, très belle, qui avait été conçue pour elle. Donc ça, c'est une question de mois, parce qu'on en profite du coup pour revoir la sécurité de ces vitrines et les restaurer. Pour ce qui est des joyaux eux-mêmes, hein, du régent, etc., pour ça, on a besoin de créer une salle hautement sécurisée. Ça prendra un petit peu plus de temps pour pouvoir les présenter. Un petit peu plus de temps et de moyens, à l'heure où les budgets sont plutôt contraints. Est-ce que ça ne risque pas de reporter le projet? Est-ce que vous avez des craintes là-dessus? Je pense que c'est un projet qui reposera aussi sur le mécénat, mais pour présenter de tels joyaux, on le trouvera. Mais pour l'instant, l'urgence était quand même de pouvoir rouvrir cette magnifique galerie pour le public. Et puis c'est la communication avec la grande galerie qui est juste là. Rouvrir cette galerie vide, est-ce que c'est une façon de tourner la page d'une histoire un peu sombre du Louvre? Alors c'est pas une galerie vide, c'est la galerie dans son usage, dans sa fonction du XVIIe siècle, de déambulation. Là on la voit effectivement assez vide, à part toutes les équipes de journalistes. Mais enfin d'ici quelques minutes, vous verrez tout le public qui va se réapproprier, si je puis dire, le lieu. Mais pourquoi les bijoux, les diamants de la couronne et les gemmes de la collection de Louis XIV étaient ici et pas ailleurs auparavant? Ça a été un choix pour les gemmes sous le Second Empire et les joyaux après les vents de la République, etc., dans les années 1890, seront présentés ici. C'est un très bel écrin. Mais on voulait assurer la continuité de la nation entre le passage à l'Ancien Régime et la République. C'était un tout ici. Sauf qu'entre-temps, la République avait vendu quand même 95% pour le reste, des joyaux. On a essayé de le maintenir, et c'était un peu montrer la continuité de l'État ici. En tout cas, c'est un lieu qui mêle des strates très complexes et variées, hein, depuis le XVIIe siècle, puisque jusqu'à Delacroix, effectivement. Vous maintenez les galeries la ministre a disparu, du coup. Si vous aviez des... Maintenant, les équipes ont su qu'il fallait serrer les rangs face à ce cambriolage qui, évidemment, a meurtri toutes les équipes en interne, pas seulement à l'international. Et maintenant, on a énormément de travaux à mener pour améliorer les conditions de travail, l'accueil. Tout ça est lié, hein. L'état du bâtiment, il faut... Bien sûr, donc on a installé une grille au fond de la galerie sur ce balcon. On a installé des caméras de surveillance autour du bâtiment. Enfin, on en a rajouté, hein, il y en avait quand même. On sécurise les fenêtres. Enfin, on a un schéma directeur de sécurité qui a été renforcé. On a embauché un coordinateur de sûreté qui est un commissaire de police qui travaille directement avec moi. On a évidemment des projets qui étaient programmés, hein, à long terme, mais on a dû accélérer
évidemment, dans tous les points qui pouvaient paraître des points de faiblesse. Mais là encore, le bâtiment est absolument gigantesque. Et puis notre mission, c'est d'accueillir du monde. On ne peut pas mettre tout dans des coffres-forts. La Joconde est protégée, ultra protégée par une vitrine, mais il faut quand même que les visiteurs puissent avoir un contact avec les œuvres d'art. Il faut aussi, en cas d'incendie, qu'on puisse évacuer, aussi bien le public évidemment, mais aussi les œuvres. Donc c'est toujours assez compliqué dans un musée, et encore plus quand c'est un monument historique. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les décors. Mais les équipes s'y activent, évidemment, c'est évidemment primordial pour nous. Est-ce que vous allez laisser les vitrines vides? Voilà, c'était un choix de ne pas laisser les vitrines vides. Là, il y a des vitrines vides, mais on va mettre des bronzes, des sculptures à l'intérieur. Oui, c'est juste une question de planning. Alors, la couronne de génie est en cours de restauration, mais là encore, Olivier Gabet va pouvoir vous en parler. Il se cache derrière, mais enfin, non, c'est plutôt vous qui le cachez, là, parce que vous êtes derrière. Bien sûr, elle est en cours de restauration, et bon, c'est rattrapable. Hein. Olivier, peut-être si tu veux parler de la couronne. Ah, alors la couronne. Est-ce que vous pouvez vous présenter Très bien, monsieur. Il a été mis en place un comité de restauration pour la couronne, un comité scientifique qui s'est réuni déjà 4 ou 5 fois depuis le début de l'année. Un restaurateur a été choisi à l'issue d'un appel d'offres relativement confidentiel, mais quelqu'un que chevronné, qui a l'habitude de travailler avec les collections du Louvre et les collections nationales, un spécialiste de restauration d'objets de métal. Et le comité scientifique est un comité relativement informel, réuni aussi autour de différents conservateurs et spécialistes. Les équipes du C2RMF, qui sont le laboratoire de recherche et de restauration des musées de France, qui ont fait des analyses extrêmement poussées sur la façon dont la couronne avait été fabriquée, les matériaux qui avaient été utilisés, parce que c'était des éléments que nous n'avions pas forcément. Donc il y a un mélange à la fois de représentants de l'équipe scientifique du Louvre et des musées nationaux, mais aussi on l'avait souhaité avoir des représentants des 5 maisons historiques de la place Vendôme, les maisons Boucheron, Cartier, Van Cleef, Mellerio, et je vais en oublier une, Van Cleef, Mellerio, Cartier et Chaumet, pardon. Comment l'oublier, Chaumet, qui sont représentés par leur chef d'atelier, donc vraiment les gens qui sont dans la pratique de la haute joaillerie française et qui n'interviendront pas sur l'œuvre parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire, mais qui vont accompagner à la fois l'équipe scientifique du Louvre, mais aussi le restaurateur sur des échanges avant des prises de décision sur la restauration, certains éléments, certaines étapes de la restauration, et aussi nous accompagner sur la réalisation d'éléments qui pourraient être manquants. Vous le savez, il manquait quelques brillants, il manque toujours un aigle qui a disparu lors du vol. Et donc voilà, c'est le processus. Et sa valeur d'origine, on va dire, peuvent être de nouveau. Écoutez, quand on a restauré Notre-Dame de Paris, aujourd'hui je crois que des millions de visiteurs vont à Notre-Dame de Paris, ils ne se posent pas la question de savoir si Notre-Dame de Paris est à moitié originale ou ne l'est pas, et vous savez que c'est le cas. Donc je pense que pour la couronne de génie, qui donc va être restaurée, l'apparence ne sera sans doute pas l'apparence totalement originale, puisqu'il manquera un élément, elle aura été touchée, et ça c'est le geste de la restauration dans le domaine du patrimoine, mais en même temps, soyons très très clairs, elle sera dans l'apparence qu'elle avait lorsqu'elle était présentée dans cette galerie même. Elle sera, je pense, quasiment beaucoup plus originale et beaucoup plus authentique que ne l'est que Notre-Dame de Paris, très clairement, parce que voilà, elle est juste à remettre en forme. Vous avez vu des photos. On a fait un exercice de, je pense, de très grande clarté et d'information et de transparence sur la couronne et sa restauration. Nous espérons mener cette restauration dans les mois qui viennent. Souhaitons ne pas avoir de précipitation inutile. C'est des opérations qui ne sont pas infaisables, mais qui sont délicates, donc on va aller pas à pas. On a choisi le bon restaurateur, il y a les bons experts autour de lui pour l'accompagner, il y a l'expertise scientifique des musées français, des chercheurs des musées nationaux, il y a aussi l'expertise, on va dire, technologique, pratique, le savoir-faire ancestral des grandes maisons françaises. Je pense qu'à terme, la restauration sera une grande réussite. Combien de temps va-t-elle durer ?
Combien de temps on va dire Vous savez, on a validé un devis sur des principes et une méthodologie, donc il prendra le temps qu'il faut. C'est pas 5 ans, très clairement, ça va être une question de plusieurs mois, à mon avis, d'étapes, voilà. Après, nous sommes en train de réfléchir à l'espace où elle sera présentée lorsqu'elle sera restaurée. Question qui se pose d'ailleurs, le président Leribaud l'a dit aussi pour les autres diamants de la couronne. Vous comprendrez qu'on prend le temps d'étudier toutes les options pour trouver le lieu idéal au sein du musée pour que soient présentées à la fois les œuvres dans un contexte de sécurité, mais aussi dans un contexte d'intelligibilité, et aussi de pouvoir accueillir dans des conditions, je dirais, agréables et acceptables les visiteurs qui sont très nombreux. On a fait beaucoup de comparaisons avec les joyaux de la Tour de Londres, avec la Schatzkammer de Vienne. On a juste ici 9 millions de visiteurs par an et qui, la plupart d'entre eux, voient ces diamants de la couronne. Donc il faudra évidemment trouver l'équilibre parfait entre la sécurité, l'intelligence de la présentation et l'accueil d'un public qui est beaucoup plus nombreux que dans d'autres musées. Mais est-ce qu'il y a Écoutez, la décision a été, Christophe Leribaud a expliqué l'historique muséographique de la galerie d'Apollon. Elle a un intérêt architectural et patrimonial. Elle a été aussi intégrée finalement au dispositif muséographique du Louvre depuis la période révolutionnaire. Alors vous comprendrez qu'après le traumatisme du 19 octobre, des mesures sans doute radicales ont dû être prises. Nous les endossons totalement. Y aurait-il eu un autre problème dans une galerie d'Apollon qui n'aurait pas été changée? Je pense que vous ne seriez sans doute pas privé de nous dire que nous n'avions pas fait notre travail. Nous avons opté pour une option avec toutes les équipes du Louvre, parce que c'est un travail colossal et très patient, parce que ce sont parmi les œuvres les plus fragiles des collections. Il y a eu un travail justement de transfert de ces œuvres pour l'instant en réserve, et la plupart d'entre elles vont être présentées au public à l'automne, puisque certaines d'entre elles seront représentées dans les salles du Conseil d'État qui présentent les collections plutôt autour de Louis XIV, qui sont en cours de restauration et de rénovation. Elles seront présentées dans des bonnes conditions de présentation et dans des conditions de sécurité qui nous paraissent beaucoup plus optimales. On va aussi, il y a une exposition prévue très prochainement à Milan sur l'art des pierres et des gemmes. Le Louvre va se permettre de faire un certain nombre de prêts qu'il n'aurait peut-être pas fait si les pièces étaient présentées dans leur exhaustivité au sein de la grille d'Apollon. Et c'est important aussi de présenter ces œuvres dans un contexte aussi un peu différent. Tout demande toujours un petit peu de temps. Les options seront étudiées pour l'instant. Voilà, l'idée c'est de présenter ces œuvres, de représenter ces œuvres au public dans les meilleurs délais et dans un contexte qui sera plus sûr et plus rassurant aussi pour les équipes du Louvre et pour la sécurité des œuvres. Merci beaucoup, monsieur.
not a big. Voilà. Je suis. Ok. Ouais. Il y a les panneaux. sais pas si c'est celle du milieu un peu solaire. En fait, c'est. Non, pas milieu, ok, solaire. En fait, t'as tout décrit sur le genre du. C'est pas ça.
CIA.